Bon, on commence. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter la docteure Mélanie Jean aux gens. Donc, Mélanie, elle a une carrière exceptionnelle pour une jeune chercheur. Elle a fait la maîtrise en fait ici à l'Université Laval avec notre cher collègue Serge Payet. Après ça, elle a fait le doctorat en Saskatchewan et deux postdocs en Arizona et aussi à l'UQAT avec Nicole Fenton. Et Nicole Fenton l'a décrit comme un postdoc étoile. Donc, j'ai eu la chance de regarder son CV. Elle est très accomplie. Elle a 14-15 publications, très bons journaux aussi, à des publications soumises sur un gros journal. J'espère que ça va aller bien. Et beaucoup de financement. Et l'Université de Moncton a la chance de la recruter comme professeur adjoint à partir de janvier 2021. Donc, je suis trop ravi d'écouter sa conférence. Et bon, voilà. Merci, Mélanie. OK. Normalement, vous devriez voir mon PowerPoint. C'est bien le cas? Oui? OK. Donc, bonjour. Merci d'être venu assister virtuellement à ma présentation de ce midi. Évidemment, j'aurais beaucoup aimé être là en personne pour revenir à l'Université Laval où j'ai fait ma maîtrise. Ça m'aurait fait très plaisir de venir vous rencontrer, mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, on va faire ça par Zoom. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de projets de recherche sur lesquels j'ai travaillé en lien avec les mousses, leur microbiome et la fixation de l'azote dans la forêt boréale. Donc, comme c'est une présentation assez longue, je voulais juste vous faire un petit plan de où on s'en va avec tout ça pour pas que vous soyez perdus à mi-chemin. Donc, d'abord, on va faire une introduction. Donc, je vais vous parler un peu de la fixation d'azote, puis pourquoi c'est un processus qui est très important à considérer dans les écosystèmes nordiques. Puis par la suite, j'ai structuré les études dont je vais vous parler en 3 thèmes. Donc, d'abord, on va parler des effets des types de couverts forestiers sur les communautés de bryophytes dans un contexte de changement climatique et de changement de régime de feu dans la forêt boréale de l'Alaska. Ensuite, on va considérer un peu plus en détail comment les différentes espèces de mousses vont affecter les communautés microbiennes qui les colonisent et la fixation d'azote le long d'un gradient de latitude en Alaska. Puis finalement, je vais vous parler de certains projets qu'on a en cours en Abitibi en ce moment. Et finalement, si on a le temps, je peux vous parler d'autres projets en cours et des projets futurs pour vraiment vous convaincre que les mousses, c'est super cool. Donc, à l'échelle, je vais commencer par vous parler un peu du concept de limitation en azote à l'échelle du globe. Donc, les plantes, que ce soit les tomates qui poussent dans votre jardin ou encore les plantes qu'on retrouve dans la nature, vont avoir besoin de nutriments comme l'azote ou le phosphore pour survivre et croître. Dans la présentation d'aujourd'hui, c'est surtout de l'azote dont on va parler. Donc, l'azote, c'est un des éléments principaux qui va limiter la croissance des plantes dans les régions nordiques, comme on peut voir ici sur la carte. Et ce qui est intéressant, c'est que bien que l'azote soit vraiment très abondant dans l'atmosphère, il n'est pas sous une forme qui soit accessible aux plantes. Et en fait, pour illustrer ce concept-là, imaginez que vous êtes sur un bateau en plein milieu de l'océan. Il y a de l'eau partout qui vous entoure, mais il n'y a pas une seule goutte d'eau douce à boire. Donc, même si vous êtes entouré par de l'eau, elle n'est pas sous une forme qui peut être utile pour pouvoir la boire. Donc, c'est un peu le genre de situation dans laquelle les plantes dans la zone boréale et dans l'Arctique se retrouvent, où il y a plein d'azote dans l'atmosphère, mais ils ne peuvent pas l'utiliser. Maintenant, de retour dans le bateau, imaginez que vous trouvez dans votre poche une paille à osmose inverse. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve toujours dans nos poches, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui va nous permettre de prendre l'eau salée et de la transformer en eau douce dont vous avez besoin pour survivre. Et il y a certaines plantes qui ont l'équivalent d'une paille sous la forme de microbes qui vivent en association avec elles et qui possèdent l'enzyme nitrogénase qui leur permet de convertir l'azote atmosphérique en une forme qui est utilisable par les plantes, soit de l'ammoniac ou du NH4+. Certaines des familles de bactéries qui sont bien connues pour former ces associations-là, ça inclut les franchiacées, les rhizobiacées, les burkholderriacées et les nostocacées, qui sont des cyanobactéries, qui sont un groupe qu'on connaît un peu mieux.
Donc, la fixation de l'azote, c'est un des processus microbiens qui sont les plus importants à l'échelle globale. Puis certaines espèces de plantes vasculaires qui sont bien connues pour être fixatrices d'azote, ça inclut par exemple les aunes, les fabacées, donc des choses comme des pois ou des légumineuses, ou encore des cycades. Et si vous regardez la carte qui est présentée sur la diapositive, ce qu'on se rend compte, c'est qu'un peu à l'image de la limitation en azote qui augmentait au fur et à mesure qu'on s'approche des pôles, on remarque que la richesse spécifique des plantes fixatrices d'azote diminue aussi au fur et à mesure qu'on s'approche des pôles. Et donc, c'est de ces écosystèmes nordiques-là dont je veux parler aujourd'hui, où on a cette situation-là, où on a l'azote qui est très limitant, mais on a aussi très peu de plantes qui ont la capacité de fixer l'azote. Donc, on va parler de la forêt boréale en Amérique du Nord. Donc, juste pour vous faire une petite présentation rapide de la forêt boréale sur notre continent. Donc, quand on pense à ça, souvent, on va penser à des grandes étendues qui sont dominées par des conifères comme l'épinette noire. Mais c'est important de noter que la forêt boréale est quand même composée d'une mosaïque de différents types de couverts forestiers. Donc, on a de la forêt d'épinette, mais on a aussi des forêts mixtes ou des forêts de feuillus. À l'échelle globale, on sait que les températures augmentent rapidement, puis c'est encore plus le cas aux latitudes nordiques comme en Alaska. Donc, on peut voir ici que la forêt boréale est quand même située dans des régions qui sont quand même au nord. Et donc, ces forêts-là vont avoir une grande capacité de stockage de carbone, entre autres dans les couches organiques profondes dans leur sol. Et comme l'azote est limitant pour la croissance des plantes, on peut supposer que ça va avoir un effet sur le cycle du carbone. Un dernier élément important qui est associé avec la forêt boréale, c'est l'importance des feux. Donc, les feux, c'est la perturbation naturelle la plus importante qui va mener à la régénération des peuplements. Et donc, si on se promène dans une forêt boréale comme cette forêt-là en Abitibi, on se rend compte qu'il y a assez peu de plantes vasculaires qui fixent l'azote, sauf dans certains cas, par exemple, dans des forêts de début de succession ou sur les bords des rivières où il y a beaucoup d'ombre. Par contre, ce qu'on trouve en grande abondance dans ces forêts-là, c'est des mousses. Donc, ils peuvent faire des tapis presque continus au sol. Donc, pourquoi étudier les bryophytes ou les mousses? Donc, pour vous faire un petit rappel de votre cours de botanique, les bryophytes, ça inclut 3 grands groupes de plantes non vasculaires, donc les mousses, les hépatiques et les anthocérotes. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vraiment plus vous parler des mousses que des 2 autres groupes. Comme c'est un des éléments les plus diversifiés dans les forêts boréales, puis qu'elles sont vraiment très, très abondantes. En particulier, il y a certaines espèces de mousses, comme des mousses pleurocarpes, par exemple l'espèce Hylocomium splendens ou Pleurosium schreiberi, ou encore des espèces de sphènes dans des milieux qui vont être plus humides, qui ont vraiment la capacité de recouvrir complètement le sol forestier. Donc, en étant situé un peu à l'interface entre les processus qui se passent dans le sol et les processus de surface, les mousses sont vraiment bien situées pour jouer des rôles importants au niveau des cycles de rétroaction plante-sol qui affectent les cycles du carbone et de l'azote. Donc, les mousses vont avoir des rôles clés dans les écosystèmes et ça inclut des choses comme réguler le microclimat du sol, par exemple la température ou l'humidité. Les mousses vont contribuer de manière significative à la productivité primaire et aussi permettre de stocker du carbone dans les couches organiques épaisses qui se créent au sol en raison de leur décomposition lente. Elles vont affecter le recrutement des plantes vasculaires. Et finalement, ce qui nous intéresse dans le cas d'aujourd'hui, c'est que certaines espèces vont pouvoir faire des symbioses avec des bactéries fixatrices d'azote. Alors, ce qu'on voit sur l'image ici du microscope, on a les feuilles et la tige d'une mousse. Puis le petit squiggly qui est ici, en fait, c'est une cyanobactérie qui est allée se placer dans un creux de la feuille pour être hébergée par la mousse. Et donc, malgré toute la diversité des mousses qu'on retrouve dans nos forêts boréales, on en sait encore assez peu sur la manière dont les différentes espèces ou les différentes formes de croissance peuvent affecter leur potentiel d'héberger des bactéries fixatrices d'azote et de fixer cet azote atmosphérique. Donc, on sait que les mousses pleurocarpes, qu'on voit ici, par exemple Pleurosium ou Hylocomium, c'est celles sur lesquelles il y a eu le plus de recherches dans les milieux forestiers. On sait aussi qu'elles ont un bon potentiel de fixation de l'azote. Pour ce qui est des sphènes,
Ça a été surtout étudié dans un contexte de tourbière ou de milieu humide, et les sphènes ont des taux de fixation de l'azote qui sont généralement assez élevés, entre autres parce que les sphènes vont avoir des cellules spécialisées dans lesquelles les cyanobactéries peuvent venir s'installer. Finalement, il y a aussi des mousses acrocarpes. Puis ces mousses-là ont été très peu considérées dans les études qui ont trait à la fixation de l'azote. Donc, des mousses comme des dicranums ou des polytrichums ont très peu été étudiées. Puis quand ils l'ont été, c'est souvent pour seulement dire qu'ils ne fixent pas l'azote. Donc, pour vous en dire un peu plus sur la manière dont ces associations-là fonctionnent. Donc, la fixation de l'azote, c'est un processus qui est assez demandant d'un point de vue énergétique. Donc, ça va être avantageux seulement dans un cas où la disponibilité d'azote dans l'environnement est assez faible. Il y a des études qui ont montré que lorsque les mousses sont stressées par un manque d'azote, ils vont être capables d'émettre des composés chimiques dans l'environnement qui vont servir de signal d'alerte pour attirer des cyanobactéries pour les coloniser. Par contre, dans un cas où l'azote devient plus disponible dans l'environnement, par exemple si on fait un traitement de fertilisation, à ce moment-là, cette relation-là va avoir tendance à se briser parce que ça ne vaudra plus la peine d'entretenir des cyanobactéries s'il y a de l'azote disponible. D'autres études ont aussi suggéré que certaines espèces de cyanobactéries fixatrices d'azote, comme des nostocs, ont tendance à être plus attirées vers des mousses qui sont en train de produire des sporophytes. Donc, le sporophyte étant la structure reproductrice des mousses, on peut supposer que en étant en processus de reproduction, les mousses ont plus besoin d'azote, donc vont avoir plus tendance à essayer de recruter des cyanobactéries pour les aider. Finalement, on sait que le taux de fixation de l'azote est fortement dépendant sur les conditions environnementales dans lesquelles les mousses et leurs bactéries se trouvent. Donc, comme beaucoup de cyanobactéries fixatrices d'azote sont photoautotrophes, la lumière est un facteur qui est assez important. Ça prend de l'humidité en quantité suffisante, des températures adéquates et ça peut aussi être affecté par la disponibilité en différents éléments comme du molybdène ou du phosphore. Jusqu'à maintenant, la majeure partie des travaux qui ont été faits au sujet de la fixation de l'azote en lien avec les mousses, ça a été fait dans les forêts boréales conifériennes avec beaucoup de mousse au sol en Scandinavie. C'est des forêts, comme on peut voir sur la photo, qui ont tendance à être assez ouvertes, puis qui ont un fonctionnement et des dynamiques assez différentes de ce qu'on retrouve en Amérique du Nord. On sait que le type de couvert forestier, c'est vraiment un élément majeur qui contrôle la composition des communautés de sous-bois et des mousses aussi. Et donc, ça aurait le potentiel d'affecter la fixation de l'azote. Donc, par exemple, ici, on a la couverture en bryophyte en fonction du temps de puits-feu dans des forêts d'épinettes en bleu, de peupliers fautrambes en jaune et de bouleaux en vert. Et donc, ce que cette étude-là démontrait, c'est qu'en début de succession, on avait des bryophytes qui étaient très abondantes, peu importe le type d'essence d'arbre qui s'était établi après feu, et que ces communautés-là étaient dominées par toutes sortes de petites espèces de mousses colonisatrices. Avec le développement du couvert forestier et la croissance des arbres, dans les forêts d'épinettes, ces mousses colonisatrices-là sont éventuellement remplacées par des mousses pleurocarpes ou des sphènes à travers la succession, alors que dans les forêts décidues, l'accumulation de feuilles mortes au sol finit par exclure les mousses colonisatrices qui ne pourront pas être remplacées par autre chose par la suite. Donc, on se retrouve avec des compositions du sous-bois qui sont très, très différentes dans ces deux types de forêts-là. Donc, pour ce qui est du premier sujet, où on a voulu étudier les impacts justement des types de forêts sur les bryophytes dans un contexte où les régimes de feu sont en train de changer en Alaska. Donc, pour vous mettre dans le contexte, ici, on a une photo du type de forêt qui est le plus dominant en Alaska, soit des forêts d'épinettes noires. Donc, des petites épinettes noires comme ça vont dominer le paysage avec au sol une forte couverture de mousse puis des plantes éricacées. Ces forêts-là ont aussi souvent d'épaisses couches de matière organique au sol qui se sont accumulées au fil des années. La forêt d'épinettes, c'est une forêt qui est faite pour brûler. Donc, en Alaska, à tous les 100 à 150 ans, les forêts d'épinettes vont brûler. Le feu va consumer une partie de la matière organique, ce qui va laisser un substrat de matière organique noirci au sol, qui est pas un très bon substrat de germination, mais l'épinette est capable de passer par-dessus cette limitation-là grâce
à ces grandes banques de graines dans les cônes semi-sérotineux qui s'ouvrent avec les feux. Et aussi, les graines sont assez grosses pour être capables d'éventuellement s'établir sur la matière organique noircie. Puis ces petites plantules d'épinettes-là vont pousser, les mousses vont se rétablir et le cycle va se maintenir comme ça. On estime que ce cycle de remplacement-là de l'épinette se maintient depuis environ 5 à 6 000 ans en Alaska. Par contre, depuis les dernières décennies, ce qu'on observe, c'est qu'on a des feux qui sont de plus en plus sévères. Donc, ces feux sévères-là vont brûler plus profondément dans les couches de matière organique au sol et dans certains cas, vont exposer le sol minéral. Et le sol minéral, c'est un très bon substrat de germination sur lequel des espèces décidues, comme les bouleaux ou les peupliers, qui ont des petites graines qui sont dispersées par le vent, vont être capables de venir s'établir. Puis une fois établis, ils vont croître vraiment rapidement, faire une très forte concurrence à l'épinette. Et on s'attend à ce qu'au fil du temps, ces nouvelles essences-là remplacent l'épinette sur des sites où elle était historiquement dominante. Une fois un couvert de forêt décidue installé, la litière de feuilles qui va être produite à chaque automne va empêcher les mousses de se rétablir. On va garder une couche organique assez mince au sol et c'est fort probable que ce nouveau type de forêt, qu'on pourrait appeler un état alternatif stable, demeure dans le temps. Donc, pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air, cette dynamique-là sur le terrain, on a ici un versant nord d'une colline qui est dominée par l'épinette noire. Au loin, on a un versant sud d'une colline qui est dominée par une forêt de bouleaux. Donc, on a nos deux types de forêts qui cohabitent chacun dans son habitat particulier depuis vraiment longtemps. Par contre, l'endroit où la personne qui prend la photo se tient, c'est sur le versant nord d'une colline qui était autrefois dominée par de l'épinette noire, comme en témoignent les quelques chicots qui tiennent encore debout. Et ce site-là en particulier a brûlé de manière très sévère en 2004. Et au moment de prendre la photo, on est rendu en 2014, donc 10 ans après le feu. Et ce que vous remarquez en avant-plan, c'est que pratiquement toute la régénération forestière qui a lieu sur ce site-là, c'est du bouleau qui pousse très rapidement et de manière très dense. Il n'y a pratiquement plus d'épinettes qui poussent à cet endroit-là. Donc, dans ce contexte-là, on voulait essayer de déterminer comment les interactions plante-plante entre le type de couvert forestier et les communautés de bryophytes peut affecter les fonctions écosystémiques des bryophytes en termes de cycle de l'azote et du carbone et potentiellement affecter la résilience des écosystèmes. Donc, l'idée, c'est que si les mousses sont en effet très sensibles aux impacts de la litière de bouleau ou de peuplier, ben dans ce cas-là, cet effet-là de la litière sur les mousses risque de mener à des cycles qui vont favoriser le maintien de ce type de forêt-là dans le temps. Et le fait que la litière de feuilles qui s'accumule au sol dans les forêts de feuillus soit l'élément principal qui empêche les mousses de s'établir, c'est une hypothèse qui est là depuis très longtemps et qui a bien du bon sens, mais qui avait jusqu'à tout récemment jamais vraiment été quantifiée directement avec des expériences. Donc, c'est un peu ce qu'on a essayé d'aller faire, essayer de déterminer l'impact respectif des feuilles versus les autres conditions environnementales qui sont associées au type de forêt. Donc, la première chose que j'ai été faire, c'est de quantifier la variation spatiale et temporelle de la fixation de l'azote dans nos deux types de forêts. Donc, j'ai été mesurer la fixation de deux espèces de mousses qui sont communes dans les deux types de forêts, donc Illocomium splendens et Pleurosium schreiberi. Et j'ai mesuré ça pour quantifier la variabilité entre les années et au sein d'une saison de croissance. On a quantifié la variation entre les sites et finalement essayé d'estimer la contribution potentielle de ce processus de fixation-là de l'azote associé aux mousses au cycle de l'azote à l'échelle de la forêt. Donc, l'échantillonnage a eu lieu dans 3 sites où on avait des forêts de bouleaux et d'épinettes noires qui étaient adjacentes. On a échantillonné pendant 3 ans et pris des mesures à 4 moments pendant l'été. Donc, avant d'aller plus loin, je voulais juste vous parler rapidement de la manière dont on mesure la fixation de l'azote en association avec les mousses. Donc, il y a 2 manières principales de faire ça. D'abord, il y a une méthode qui est plutôt indirecte et qualitative, qui est la réduction de l'acétylène. Si vous lisez un peu la littérature sur ce sujet-là, c'est la méthode qui est la plus couramment utilisée, entre autres parce que c'est un peu plus facile et un peu plus abordable à faire. On peut aussi utiliser une méthode qui va aller directement mesurer la fixation en utilisant des isotopes stables. Et c'est la méthode qu'on a utilisée dans la plupart de mes projets.
Donc, l'idée, c'est d'utiliser l'isotope stable de l'azote, donc l'azote 15, alors que l'isotope le plus commun de l'azote, c'est de l'azote 14, pour aller mesurer la fixation de l'azote. Donc, en gros, comment ça fonctionne? C'est qu'on va aller récolter des échantillons de mousse dans lesquels on va mesurer l'abondance naturelle d'azote 15 dans les tissus. Puis, on va prendre d'autres échantillons de mousse qu'on va incuber pendant 24 heures avec un mélange d'air et de gaz enrichi en azote 15, donc dans des chambres qui vont être fermées. Donc, nous, on a utilisé des grosses seringues qui nous servaient un peu de contenant. Une fois l'incubation terminée, les échantillons sont séchés, broyés, on envoie ça au spectrophotomètre de masse qui va nous calculer une valeur de delta azote 15. Puis là, je vous épargne un peu les calculs qui se font en arrière-plan, mais en gros, l'idée, c'est de comparer la quantité d'azote 15 qu'on a dans nos mousses qui ont été incubées versus la quantité qu'on retrouve naturellement dans les mousses. Et ça nous permet d'obtenir un taux de fixation d'azote qui est très, très précis. Donc, pour ce qui est des résultats, donc ici, ce que vous avez sur le graphique, c'est la fixation de l'azote en microgrammes d'azote par gramme de mousse sèche par jour. Et puis, remarquez que c'est une échelle logarithmique sur l'axe des Y. Les boîtes qui sont en vert, ça provient des forêts de bouleau. En bleu, c'est les forêts d'épinette. Les couleurs plus foncées, c'est Hylocomium. Les couleurs plus pâles, c'est Pleurozium. Donc, la première chose qui saute aux yeux en regardant ce graphique-là, c'est l'énorme différence qu'on a eue entre 2014 et les 2 autres années. Et l'explication qu'on a trouvée à ce sujet-là, c'est en fait probablement dû au fait que 2013 a été une année super chaude, super ensoleillée, assez sèche, une excellente année pour faire du terrain, mais qui n'était probablement pas des conditions idéales pour fixer l'azote. De manière similaire, l'année 2015 a été aussi super chaude et sèche, puis ça a été une année record en termes de feux de forêt dans la région. Par contre, en 2014, ça a été l'année la plus pluvieuse jamais enregistrée à l'aéroport de Fairbanks. Donc, vous pouvez imaginer comment ça a été plaisant passer l'été dehors. Mais en fait, ce qu'on suppose, c'est que ces conditions-là exceptionnelles de pluie ont créé des conditions parfaites pour la fixation de l'azote, ce qui a mené à des taux de fixation qui étaient vraiment très élevés, non seulement quand on les comparait à nos 2 autres années, mais aussi comparés à la littérature. Donc, une variation vraiment liée aux précipitations à laquelle on ne s'attendait pas nécessairement. Puis si on regarde ensuite au sein de chaque année, on remarque que de manière générale, la fixation est plus élevée dans les forêts d'épinette que dans les forêts de bouleau et que dans nos 2 années les plus sèches, les taux de fixation étaient plus élevés pour la mousse Hylocomium que Pleurozium, alors que dans notre année super humide, on a remarqué la tendance contraire. Et finalement, pour ce qui est de la contribution potentielle au cycle de l'azote de la forêt, dans les forêts de bouleau, la fixation de l'azote associée aux mousses a probablement un rôle assez négligeable, non seulement parce que les taux sont faibles, mais aussi les mousses ne sont pas très abondantes. Par contre, dans les forêts d'épinette, la première chose qu'on remarque, c'est que c'est très, très variable. Et cette variabilité-là est due, entre autres, à la grande variabilité dans nos mesures entre les différentes années. Mais ce que ça suggère, c'est que la fixation de l'azote associée aux mousses a le potentiel d'être quand même une source très, très importante d'azote pour l'écosystème. Donc, maintenant qu'on sait qu'il y a une différence entre nos 2 types de forêts, on se demandait en fait pourquoi cette différence-là était. Donc, on a été établir une expérience pour quantifier comment le type de forêt et la litière décidue vont affecter le microbiome des mousses, la fixation de l'azote, puis on a aussi regardé la croissance et la reproduction pour avoir un portrait un peu plus complet de ce qui se passait. Et donc, pour faire ça, on a été établir une expérience de transplant de mousse dans la région de Fairbanks, où on a sélectionné 3 paires de forêts d'épinette adjacentes à des forêts de bouleau. Et puis en 2012, on est allé récolter 90 transplants de mousse dominés par la mousse Hylocomium splendens. Et ces transplants-là ont par la suite été soit replantés dans les forêts d'épinette ou ont été transplantés dans la forêt de bouleau qui était adjacente. En plus de nos transplants, on a aussi été identifier des patchs de mousse qui étaient natives à chaque type de forêt pour avoir des contrôles.
Donc, sur nos transplants, on avait 3 différents types de traitements qui ont été appliqués. Donc, le premier, c'était un traitement de litière ambiante, qui est en plein milieu ici. Donc, on laissait les feuilles se déposer naturellement sur nos mousses, qui nous a donné une couverture de litière assez élevée dans les bouleaux et très faible dans les épinettes, comme on peut voir ici. Le deuxième traitement, c'est un traitement d'exclusion. Et donc, pour faire ce traitement-là, à chaque automne, on plaçait des tentes au-dessus des mousses pour s'assurer qu'aucune feuille ne s'accumule à la surface, ce qui nous a mené à des couvertures de pratiquement zéro dans les 2 cas. Et finalement, le dernier traitement, c'est un traitement d'addition de feuilles. Et là, comme on peut voir sur l'image, la couverture de feuilles était très, très importante, donc pratiquement 100% dans les 2 types de forêts. Et pour réaliser ça, ce qu'on a été faire, c'est qu'on a installé des traits technologiques paniers à linge avec du screen qui nous ont servi à récolter les feuilles qui tombaient à chaque automne. Ces feuilles-là étaient ramenées au labo, pesées, triées, et ce qui nous a permis d'appliquer une quantité connue et représentative de feuilles sur nos transplants à chaque année. Et puis là, je vous présente la mousse principale de l'étude qu'on avait utilisée, qui est Illocomium splendens. Donc, ici, je vous remets le design expérimental rapidement. Alors, après 3 ans, ce qu'on a été faire, c'est qu'on a sélectionné 2 espèces de mousse. Donc, Illocomium splendens, qui est notre mousse dominante dans les transplants, et Pleurozium schreiberi, qui était aussi très commune, puis qui poussait en communauté mixte à travers. Pour ces 2 espèces de mousse-là, on est allé quantifier le microbiome en utilisant l'amplification PCR et le séquençage d'un fragment de l'ARN size S, qui nous donnait une abondance relative des différents taxons de bactéries. Et on a utilisé nos incubations avec de l'azote 15 pour mesurer la fixation de l'azote. Et on a également mesuré la croissance de la mousse Illocomium splendens en marquant avec des petites bagues de plastique 1200 tiges dont la croissance a été suivie pendant 3 ans et en comptant le nombre de sporophytes qui avaient été produits sur la mousse à la fin de l'expérience. Donc, pour ce qui est des résultats, donc la première chose qu'on a trouvée, c'est qu'en fait, il y avait quand même une très bonne différence entre le microbiome des 2 espèces de mousses qu'on a considérées, même si les 2 mousses poussaient ensemble. Donc, je vais vous présenter les résultats séparément. Alors ici, ce qu'on a, c'est les résultats pour Illocomium splendens. Et pour les résultats du microbiome, c'est représenté ici avec une ordination NMDS. Donc, chaque point représente un transplant ou un contrôle. Des points plus proches ont un microbiome plus similaire, des points plus loin sont plus différents. Donc, la première chose que je voudrais qu'on remarque ici, c'est que les mousses qui étaient natives à chacun des types de forêts, donc nos contrôles, avaient des microbiomes différents. Donc, un Illocomium qui pousse dans une forêt d'épinettes n'a pas les mêmes bactéries à sa surface qu'un Illocomium qui pousse dans une forêt de bouleau. Et notamment, on a trouvé une plus grande concentration de cyanobactéries fixatrices d'azote, comme par exemple des nostocs dans les forêts d'épinettes. Ici, si on superpose les 2 traitements avec peu de litière dans les forêts d'épinettes, donc l'exclusion et l'ambiant, on se rend compte que leur microbiome est pratiquement similaire à ce qu'on retrouvait dans les mousses qui étaient natives aux épinettes. Donc, c'est rassurant dans le sens que ça nous montre que la transplantation n'a pas vraiment eu d'effet sur la communauté microbienne. Le cercle vert ici représente le traitement d'exclusion dans les bouleaux. Et puis ce traitement-là est vraiment intéressant parce qu'en fait, c'est des mousses qui, en 2012, habitaient dans des forêts d'épinettes et qui, depuis 3 ans maintenant, habitaient dans des forêts de bouleaux, mais sans être en contact direct nécessairement avec les feuilles mortes. Et ce qu'on remarque, c'est que leur microbiome est un peu comme à mi-chemin entre les 2 types de forêts, ce qui suggère que ces mousses-là étaient tranquillement en train de se faire coloniser par les bactéries qui vivent dans les forêts de bouleaux. Et on peut supposer que si l'expérience avait duré encore un peu plus longtemps, bien, éventuellement, il serait devenu complètement similaire au bouleau. Et finalement, à gauche de l'ordination, ici, ce qu'on a, c'est tous les traitements avec un fort couvert de feuilles qui ont un microbiome complètement différent de ce qu'on retrouve dans les autres traitements. Ça, c'est particulièrement évident pour les mousses, le traitement d'addition dans les épinettes où vraiment la composition était complètement différente de ce qu'on retrouvait dans les autres traitements dans ce type de forêt-là.
Et ces différences-là qui se sont produites au niveau du microbiome se sont reflétées dans les taux de fixation de l'azote pour Hylocomium, où on avait les taux de fixation les plus élevés dans les forêts d'épinette en association avec une faible couverture de feuilles, alors que dans nos traitements où on avait plus de feuilles, la fixation de l'azote était fortement diminuée et dans certains cas a tombé à zéro. Pour ce qui est de Pleurozium, on a observé des patrons très, très similaires en termes de switch dans la composition des communautés des bactéries. Donc, je vous remets ici les ronds pour vous illustrer qu'il s'est passé à peu près la même chose en fonction des différents traitements. Par contre, pour cette mousse-là, la réponse au niveau de la fixation de l'azote n'a pas été aussi évidente. De manière générale, les taux de fixation étaient vraiment très faibles. Puis tout ce qu'on a pu détecter comme impact, c'est un faible impact du type de forêt sur la fixation de l'azote, mais rien de très, très convaincant. Donc, c'est intéressant quand même de voir que les deux mousses qui poussent ensemble, qui ont été exposées exactement au même traitement, n'ont pas eu la même réponse en termes de fixation de l'azote. Je vous présente rapidement les résultats au niveau de la croissance. Donc, pour la mousse Hylocomium splendens, vous voyez ici la méthode qu'on a utilisée pour suivre les taux de croissance avec des petits marqueurs de plastique. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est très, très similaire à ce qu'on a trouvé pour la fixation de l'azote, où les meilleurs taux de croissance étaient trouvés dans les épinettes avec peu de couverture de litière. On a eu une croissance intermédiaire dans les forêts de bouleau où le couvert de litière était faible. Et les taux de croissance les plus faibles étaient dans tous les traitements où on avait un fort couvert de feuilles. Et dans ces cas-là, non seulement le taux de croissance était plus faible qu'ailleurs, mais dans la dernière année, c'était un taux de croissance qui était presque de zéro. Donc, c'est des mousses qui allaient vraiment pas très bien et qui étaient pas mal toutes en train de mourir à la fin de l'expérience. Ce que ça nous a permis de déterminer, en fait, c'est que les feuilles ont non seulement des impacts physiques sur les mousses, donc en les écrasant puis en faisant de l'ombre, mais ont probablement aussi des impacts biologiques. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que sous les feuilles, il y avait vraiment une augmentation de la colonisation des mousses par des champignons, des ifs fongiques, qui probablement accentuaient cet effet négatif-là des feuilles. Pour ce qui est de l'impact sur la reproduction, on remarque que de manière générale, dans nos contrôles, les mousses ont tendance à produire un peu plus de sporophytes dans les forêts d'épinettes que de bouleaux. Mais ce que je veux vraiment que vous remarquiez ici, c'est ce qui s'est passé dans tous les traitements sur lesquels on a eu des feuilles qui se sont accumulées, où la production de sporophytes a été de pratiquement zéro à la fin de l'expérience. Donc, les mousses qui étaient en très mauvais état, qui n'arrivaient pas à croître et qui n'étaient pas non plus capables de faire de la reproduction sexuée. Donc, pour conclure cette section-là, les fonctions écosystémique des mousses en lien avec le cycle de l'azote dans notre forêt boréale va dépendre de plusieurs facteurs. On a démontré que le type de forêt et les apports en litière décidue sont très importants. Il y a aussi une forte variabilité au niveau de la saison et entre les années qui est liée aux précipitations. Et ça, c'est important de garder ça en tête quand on prend nos mesures qui ont souvent été prises à un point dans le temps et qu'on essaye de faire des extrapolations à plus grande échelle. La fixation de l'azote est aussi très fortement liée à la composition du microbiome et le microbiome est lui aussi influencé par l'espèce de mousse, la litière et l'environnement dans lequel il se trouve. Et finalement, on a aussi démontré qu'il semble y avoir une variabilité qui est associée à l'espèce de mousse qui est considérée, qui est assez intéressante. Et donc, cette variabilité-là qu'on a observée entre deux mousses qui se ressemblent beaucoup d'un point de vue écologique et phylogénétique, Pleurozium et Hylocomium, semblait assez importante. Donc, on s'est demandé, si on étend notre étude à une plus grande quantité d'espèces de mousses, est-ce qu'on va retrouver, encore une fois, un fort impact de leur identité sur la fixation d'azote et le microbiome? Donc, pour faire ça, on est allé vérifier... on est allé échantillonner à 3 sites le long d'un gradient latitudinal en Alaska, donc avec des sites à Anchorage, à Fairbanks et à Two Lakes Lake. Et les résultats que je vous présente ici, c'est des projets qui ont été menés par deux incroyables étudiantes au doctorat, donc Julia Stewart, qui est à Northern Arizona University, et Hannah Holland Moritz, qui est à l'Université du Colorado à Boulder. Et donc, rapidement, la manière dont leurs études ont été faites, c'est qu'on a placé 24 sites
séparés dans les 3 régions d'études, dans lesquelles on a mis des transects, mesuré les communautés végétales, pris des variables environnementales et récolté des mousses. Pour le projet de Julia, on a fait des incubations avec l'azote 15 pour mesurer la fixation de l'azote dans 34 espèces de mousses. Et pour le projet de Hannah, on a fait le séquençage de l'ARN16S pour déterminer les communautés de bactéries et d'archées sur 26 espèces de mousses. Donc, pour ce qui est des résultats en lien avec la fixation de l'azote, donc la principale chose que Julia a trouvée, c'est que la famille taxonomique des mousses était un meilleur prédicteur de la fixation de l'azote que n'importe quel autre des variables environnementales qu'on avait mesurées aux différents sites. Et donc ça, c'était vraiment très, très surprenant, l'importance de la taxonomie pour déterminer les taux de fixation. Et c'est illustré sur le graphique qui est ici où on a le taux de fixation sur l'axe des Y et les différentes couleurs, ça indique les 3 différentes régions de l'étude. Et ce qu'on remarque, c'est qu'au sein de chaque région d'étude, l'ordre dans lequel les différents genres de mousses sont placés reste le même. Donc, peu importe où on est en Alaska, les polytrichums et les disicranums vont avoir des taux de fixation assez faibles, alors que des mousses comme Hylocomium ou encore des sphaignes vont avoir des taux de fixation qui vont être beaucoup plus élevés. Un autre élément intéressant qui est sorti de cette étude-là, c'est en fait qu'on a identifié des hotspots de fixation de l'azote dans environ 25% des sites. Donc, un quart des sites échantillonnés présentaient des taux de fixation qui étaient vraiment très élevés à comparer à ce qu'on retrouvait en moyenne. Et il semble que beaucoup de ces sites-là, avec des taux de fixation super élevés, étaient associés avec la présence de la mousse Tomentipnum nitens, qui est une mousse pleurocarpe qui avait encore jusqu'à maintenant pas été tellement étudiée en termes de fixation de l'azote. Donc, quelque chose qui serait potentiellement intéressant à regarder dans le futur. Pour ce qui est des communautés bactériennes, ce que Hannah a déterminé, c'est que, en fait, l'identité de l'espèce de mousse hôte et son histoire évolutive, c'était 2 facteurs qui étaient très, très fortement prédictifs de la composition du microbiome des mousses. Et cette tendance-là semblait être fortement liée au fait que les espèces de sphaignes qui ont été utilisées dans l'étude ont vraiment des communautés bactériennes qui sont uniques à comparer aux autres espèces de mousses. Ces résultats suggèrent aussi que la disponibilité en lumière et la température vont aussi avoir une influence sur la composition du microbiome des mousses. Puis dans son projet, elle a aussi identifié 6 nouveaux types de bactéries qui sont potentiellement fixatrices d'azote. Et ce qui est intéressant, c'est que de ces 6-là, il y en a seulement 2 qui sont des cyanobactéries, donc qui font partie d'un groupe qui est bien connu pour être fixateur d'azote. Donc, il y en a 4 qui sont dans d'autres branches de bactéries. Donc, ça va être intéressant à aller plus en profondeur pour déterminer ce qui se passe. Et finalement, je vais vous parler un peu des projets qu'on fait en Abitibi sur ces sujets-là. Donc, une des choses qui différencie l'Abitibi des autres endroits où j'ai travaillé, par exemple en Alaska, c'est entre autres le fait qu'il pleut beaucoup plus, donc c'est plus humide, mais aussi le fait qu'on a un processus qui est assez fréquent qui s'appelle la paludification. Donc, c'est l'idée qu'avec un temps assez long depuis le feu, donc après 100 à 120 ans depuis le dernier feu, les sphaignes vont envahir le sol forestier, ce qui va former des couches de matière organique épaisse, faire remonter la nappe phréatique, et à long terme, ça va diminuer la productivité forestière. Et la paludification a beaucoup été étudiée en Abitibi, justement, en lien avec l'industrie forestière, parce qu'entre autres, on se rend compte que les forêts coupées vont avoir tendance à se paludifier plus rapidement que des forêts qui sont d'une origine naturelle après un feu. En Abitibi, on a aussi la chance d'avoir des forêts plus jeunes, mais aussi des très vieilles forêts. Et dans les plus vieilles forêts, on s'attend à ce que la limitation en azote soit plus importante, étant donné que l'azote ne se remplace pas très, très rapidement dans ces écosystèmes-là. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette transition-là vers un sol forestier qui est dominé par les sphaignes, c'est assez rare dans les forêts en Scandinavie ou encore en Alaska où le régime de feu est trop rapide pour permettre d'atteindre cette étape-là. Donc, c'est un système qui est quand même unique. Alors, dans un des projets, on est allé voir comment la fixation de l'azote variait avec le temps depuis le feu. On a étudié 7 espèces de mousses, dont 4 espèces de sphaignes. On a utilisé la méthode de réduction de l'acétylène pour quantifier la fixation de l'azote.
dans des sites qui variaient entre 60 et 700 ans. Et parmi les résultats qu'on a obtenus, on s'est rendu compte que quand on regarde la fixation de l'azote à l'échelle individuelle, donc à l'échelle d'une mousse, d'abord, les taux de fixation des sphènes sont plus élevés que ceux des mousses pleurocarpes, mais aussi au fil du temps, le taux de fixation individuel des mousses ne change pas tellement. Par contre, si on regarde à l'échelle de la communauté, donc si on prend la fixation de l'azote par mètre carré, par exemple, ou par hectare, on se rend compte que ça va vraiment augmenter en fonction du temps depuis le feu. Et cette augmentation-là était due principalement à la fois à une plus grande biomasse de mousse au sol dans les forêts plus vieilles et aussi par la contribution de plus en plus importante de nos sphènes par le processus de paludification. Vous remarquerez également aussi qu'on a le site en plein milieu ici qui avait des taux de fixation super élevés. Donc, ça suggère aussi qu'on a le potentiel d'avoir des hotspots de fixation en Abitibi et que donc, il va falloir peut-être un échantillonnage un peu plus étendu pour pouvoir bien comprendre qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Je voulais aussi vous parler d'un projet qui est en cours, qui est mené par ma collègue Juanita Rodriguez à l'UQAT, qui, elle, étudie la phylosphère de deux espèces de mousses, donc Pleurozium schreiberi et Ptylium christacastrensis, dans des forêts d'épinettes et de peupliers faux-trembles en Abitibi. Et la petite nuance qui est différente entre ce qu'elle a fait et ce que moi j'avais fait en Alaska, c'est que moi, j'étudiais le microbiome sur la mousse au complet. Dans le fond, on mettait la mousse au complet dans le blender pour avoir leur microbiome, alors qu'elle est allée vraiment prendre le temps de nettoyer toutes les mousses pour vraiment seulement obtenir les communautés de bactéries qui sont à la surface. Et donc, les résultats que je vous présente sont super préliminaires. Elle vient tout juste de les avoir, mais sont quand même super intéressants. Donc, ce qu'elle a remarqué, c'est qu'un peu comme on avait trouvé en Alaska, le microbiome des mousses était structuré à la fois par le type de forêt et l'espèce de mousse considérée. Et un peu comme on a trouvé en Alaska, le type de forêt est comme la variable la plus importante qui structure les communautés microbiennes. Par contre, en contraste avec ce que moi j'avais trouvé, dans son cas, les cyanobactéries sont plus abondantes dans les forêts de peupliers que dans les forêts d'épinettes. Donc, c'est un résultat super intriguant pour lequel on va essayer de trouver des bonnes explications au cours des prochains mois. Donc, en résumé, les conditions sont plus favorables pour les bryophytes dans les forêts d'épinettes que dans les forêts de feuillus. Il y a plus de mousses, ils ont une plus grande diversité, meilleure croissance, meilleure reproduction et des taux de fixation de l'azote qui sont plus élevés. L'accumulation de feuilles mortes au sol, c'est vraiment un mécanisme qui est clé pour exclure les mousses des forêts décidues en réduisant leur abondance, leur croissance. Ça réduit les taux de fixation de l'azote et ça altère fondamentalement leur microbiome. C'est aussi important de considérer l'identité des différentes espèces de mousses et l'assemblage des communautés de bryophytes quand on essaye d'étudier ce processus-là de fixation de l'azote à l'échelle du paysage. Donc, il faut non seulement considérer les espèces qui sont les plus communes, mais potentiellement que des espèces plus rares peuvent quand même jouer un rôle assez important. Donc, quand on pense par exemple à notre mousse Tomentinum nitens. Et donc, si on se retrouve dans un contexte où on a des changements climatiques, des changements de régime de feu et qui risquent d'affecter à long terme la dynamique du paysage, où on aurait de plus en plus de forêts mixtes ou de forêts décidues, ça risque d'avoir des impacts qui vont cascader à plusieurs niveaux dans les écosystèmes, entre autres en changeant complètement la manière dont l'azote entre dans le système puis est utilisé. Et finalement, je voulais vous parler de d'autres projets super cool en lien avec les mousses sur lesquelles on travaille en ce moment. Donc, on utilise entre autres les bryophytes pour étudier l'empreinte spatiale des mines dans le paysage en utilisant une technique qui s'appelle du bryomonitoring. On développe aussi une base de données canadienne sur les traits des cryptogames, donc à la fois les bryophytes et les lichens. On étudie des patrons de co-occurrence de plantes vasculaires, de bryophytes et de lichens qui sont associés avec des bactéries fixatrices d'azote. Et en partenariat avec la Société québécoise de bryologie et peut-être vous, on est en train de développer un projet de sciences citoyennes pour essayer de justement étudier ces associations-là entre les bryophytes et les cyanobactéries qui sont un peu moins utilisées dans les études écologiques. Et comme Juan Carlos l'a mentionné au début, je commence comme professeur à l'Université de Moncton en janvier 2021.
Donc, je voulais juste prendre une seconde pour faire un peu de publicité. Donc, je vais commencer un laboratoire d'écologie végétale avec un focus sur l'écologie des bryophytes dans différents types d'écosystèmes. Puis, on va aussi étudier les plantes vasculaires, inquiétez-vous pas. Puis, je voulais juste dire qu'en ce moment, je suis à la recherche d'étudiants à la maîtrise et au doc pour démarrer un projet sur les mousses, leur microbiome et la fixation de l'azote dans les forêts acadiennes côtières et à l'intérieur des terres, qui vont inclure du terrain dans le beau parc national de la baie de Fundy. Donc, je vais prendre une seconde pour remercier tous les collaborateurs, les sources de financement, tout le monde qui a aidé à faire en sorte que ces projets-là soient possibles. Puis, s'il reste du temps, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Wow, merci beaucoup. Donc, c'est très intéressant, Mélanie. Merci beaucoup. C'était beaucoup de bonnes informations. On avait beaucoup de temps pour les questions. De plus, on va rester quelques minutes après, comme vous voulez, pour poser des autres questions si la personne qui a la curiosité de parler avec Mélanie. Donc, vous pouvez poser des questions que vous voulez. Je pense qu'on peut activer le micro. Bonjour. Oui. Je me lance. Oui, bonjour Mélanie, merci beaucoup. Là, c'était absolument passionnant comme présentation et puis vraiment pertinent. Là, moi, je suis étudiant en doctorat, je travaille un petit peu sur les interactions plantes-mousse en Arctique et puis l'impact écosystémique. Je me disais, c'est drôle. On dit que on a des écosystèmes limités en azote dans les latitudes les plus élevées. Et puis, en fait, on a un comportement de l'écosystème, là, les mousses, qui finalement sont presque pas limitées. C'est bien les seules à avoir de l'azote. C'est juste qu'elles le partagent peu parce qu'elles se décomposent peu, etc. Ce que je me disais, c'est si il y a une rétroaction qui retire ces mousses-là, qui leur enlève cet avantage, d'où va venir l'azote? On pourrait s'attendre à quoi du point de vue de la limitation là, en termes de nutriments en Arctique, si jamais les mousses perdent cet avantage qui leur permettent de dominer le territoire? Je veux dire, si jamais, mettons, toutes les cyanobactéries sur les mousses disparaissent, Oui, ben, quelque imaginons chose comme tout ça, est mettons, boulot. hypothétiquement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, dans un cas comme ça, l'azote est déjà assez limitant, puis les mousses, comme tu disais, sont capables d'avoir de l'azote, ils fixent, mais bon, l'azote reste pas mal séquestré dans les mousses jusqu'à ce qu'ils finissent éventuellement par se décomposer. Il y en a une partie qui va sortir de l'association par du lessivage ou des trucs comme ça, là, mais pas... En fait, on ne sait pas quelle quantité exactement sort de cette manière-là. Mais probablement que s'il n'y a plus de fixation de l'azote en lien avec les mousses, ben, l'écosystème va dépendre seulement de l'azote. Il y a quand même un peu de déposition atmosphérique qui se fait de l'azote sous forme utile pour les plantes. Puis sinon, ben, dans le cas des écosystèmes arctiques, il va falloir aller chercher l'azote peut-être dans le pergélisol qu'ils font, ou des trucs comme ça. Mais ça risque de compliquer un peu l'affaire. Puis, ben, il y en a quelques-unes des plantes vasculaires qui fixent l'azote aussi dans les écosystèmes nordiques, qui ne sont juste pas super abondantes. Oui. Merci. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si Mélanie, tu me permets d'ajouter à ça, Lynn Rochefort, Université Laval, dans les milieux arctiques, justement, à Bilo, bon, il y a deux choses puis qu'on étudie aussi avec les gens des Pays-Bas. Globalement, on sait que les dépositions augmentent sur la surface de la planète. Puis le problème est plus comment maintenir des mousses sans qu'il y ait trop de compétition par les plantes vasculaires. Parce que on voit tranquillement dans plusieurs pays que les graminées commencent à avoir un avantage parce que entre autres dans des tourbières, dans des asphènes, tout ça, ils deviennent saturés maintenant. Ils ne gardent plus leur azote, puis c'est le civet, ça arrive au niveau des racines. Et donc, ils sont favorisés. Quand tu commences à créer de l'ombre, ben, c'est le même phénomène comme tu viens de décrire. Ce qu'on a montré à Bilo, il y avait un étudiant, un stagiaire postdoctoral, Peter Kotanen, il est à l'Université de Toronto maintenant.
Kotanen, il avait montré qu'en faisant des analyses, en fertilisant avec de l'azote 15, les mousses, toutes les mousses brunes, c'est toutes des mousses brunes là, du style Scorpidium qui dominent beaucoup avec un petit peu de Sphagnum subsegundum, là, mais essentiellement ça, puis les Olacomium. L'azote restait trappé par les mousses. Pour un bon bout de temps, comme tu dis, ça va être libéré seulement que dans les taux de décomposition. Et tout ça est jusqu'à un certain point, jusqu'à temps qu'on dépasse un seuil critique, qu'on a trop d'azote qui nous vient de l'atmosphère. Fait que c'est peut-être un peu plus ça le problème que je vois, que plutôt de voir qu'on va venir qu'à manquer d'azote pour nos mousses dans l'Arctique. Et c'est ça que, je ne sais pas s'il est dans la conférence, là, mais il y a un étudiant que Luca connaît, là, Charles Gignac, qui travaille sur un peu l'impact du broutement. On pense que les oies blanches, le broutement des oies blanches de l'île Bylot va être vraiment une belle protection pour toutes les communautés de mousse, pour les phénes, parce qu'il enlève la biomasse qui serait peut-être favorisée par les augmentations globales de déposition azotée qu'on peut noter même au niveau de l'Arctique. Merci, Lynn. Mais oui, c'est vrai, là, il y a plusieurs études, entre autres en Scandinavie, là, qui ont regardé le taux de déposition atmosphérique de l'azote versus le taux de fixation de l'azote, puis c'était inversement corrélé. Là. Plus il y a d'azote qui tombe du ciel, moins les mousses vont avoir tendance à fixer. Puis effectivement, plus il y a d'azote, plus ça va favoriser les plantes vasculaires. Puis les mousses, ben, c'est pas des très bonnes compétitrices quand les choses commencent à leur pousser par-dessus. Est-ce qu'il y a plus de questions pour Mélanie? Moi, j'en ai un autre. Plus personnel. À quel campus tu vas être basée, Mélanie? Moncton. OK. Mm-hmm. Mais félicitations, hein, vraiment. Merci. Mais on va te perdre. Mais non, Carole, je vais être encore là. OK, si tu promets. De toute façon, tout est sur Zoom. Oui, c'est vrai. Je me permets une question. Bonjour Mélanie. Je m'intéresse plutôt aux champignons mycorhiziens et je me demandais dans ton... Et puis aussi au flux d'azote dans les écosystèmes qui sont médiés par ces champignons. Donc, il y a aussi des manips de suivi où on trace l'azote. Et je me demandais, cet azote marqué, jusqu'où tu le trouvais après ton expérience et dans... Oui, bien, ça, c'est une question qui est super intéressante. Puis, de la manière que moi, j'ai fonctionné, je ne pouvais pas vraiment suivre où l'azote allait dans le système parce que, justement, pour faire mes incubations, j'arrachais les mousses puis je les mettais dans des seringues. Puis après ça, je les ramenais au laboratoire. Fait que l'azote, je ne pouvais pas savoir où est-ce qu'il pouvait aller potentiellement après. Mais je sais que l'étudiante au doctorat dont j'ai parlé, Julia Stewart, a fait des expériences où est-ce que là, ils ont utilisé de l'azote 15 qui a été mis dans l'écosystème pour essayer de suivre après ça où est-ce que ça s'en allait par les mycorhizes avec les plantes vasculaires et tout ça, mais je n'ai pas encore vu ces résultats. Donc, mais c'est effectivement une question super intéressante. Puis je pense que c'est comme les prochaines questions qu'il va falloir répondre de manière plus précise dans ce contexte-là. Ok, super. Merci. Donc, j'ai une question, Mélanie. Donc, basé sur tes résultats, donc, Ilocomium fixe l'azote plus que Pleurotium. Est-ce que tu penses que c'est la forme de croissance de Ilocomium? Parce que j'ai lu quelque part que c'est dans la partie apicale de chaque mousse qui est la plus de fixation d'azote. Donc, j'imagine que l'Ilocomium est la plus de surface. Ou c'est quoi ton explication pour la différence entre les deux? Je me suis posé cette question-là pendant tellement longtemps pendant mon doc, puis j'ai pas une réponse absolue. Ça peut être dû au fait, soit la fixation est plus élevée dans la partie apicale ou comme juste en dessous de la partie apicale, puis possiblement Ilocomium, à cause de sa forme de croissance, peut-être qu'il y a plus de superficie pour avoir des microbes. Par contre, les taux de fixation que j'ai mesurés, c'est par gramme de mousse, fait que ça élimine un peu cette variable-là.
Moi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que dans la plupart des trucs que j'avais lus qui venaient de Scandinavie, c'était toujours Pleurozium qui fixait plus que Hylocomium. Dans la plupart des cas, alors que moi, j'avais trouvé souvent le contraire. Puis je me demande si ça n'a pas aussi rapport peut-être un peu avec peut-être leur préférence écologique en termes de peut-être dans des conditions plus humides, Pleurozium, en fonction de son microbiome, de sa forme de croissance, va être favorisé, alors que dans des conditions plus sèches, comme on a en Alaska, à ce moment-là, peut-être que Hylocomium et son microbiome auraient des taux de fixation plus élevés. Mais Moi, c'est ça. Je pense qu'il faut que tu fasses aussi très attention quand on compare en général, surtout où tu es en Alaska, avec la Scandinavie. La Scandinavie sont beaucoup plus exposés encore là aux dépositions azotées. Fait qu'il peut y avoir une certaine, pas de toxicité, mais habitude ou une genre qui s'adapte avec ça, puis que ça fait changer un peu. Ouais. Puis aussi, tantôt, vous avez commencé, mais est-ce que vous avez des résultats un petit peu, là, où s'enligne le psyllium dans tout ça, ou vous débutez encore, je ne me rappelle pas. Là. Le psyllium en Abitibi? Le psyllium entre ses taux potentiels, entre le Pleurozium et puis l'Hylocomium, il se situe où, lui? Est-ce que vous avez déjà une petite idée? J'essaie de me souvenir. On en a... Psyllium, il n'y en a vraiment pas beaucoup dans les sites où on est échantillonné en Alaska. Fait qu'il faudrait que je cherche dans les données de Julia. C'est pour ça qu'il n'était pas dans le graphique que j'ai présenté, me semble, parce qu'on n'en avait pas trouvé à beaucoup de sites, assez de sites pour que ça soit inclus dans ces analyses statistiques. Je veux vite de même, Lynn, je me souviens pas. C'est beau, mais je vais être curieuse de voir où il se situe par rapport à la question de Juan Carlos, là, tu sais, pourquoi. Oui, bonjour. Charles Marty, postdoctorant à l'UQAC. J'ai une petite question. Est-ce que vous avez essayé de voir l'impact des traits fonctionnels des mousses sur la fixation, par exemple la surface spécifique ou la hauteur ou la concentration d'azote, ce genre de choses, qui pourraient expliquer justement la différence entre Pleurozium et Hylocomium, par exemple? Un peu, pas beaucoup, mais j'avais essayé, j'avais mesuré la SLA. Oui, surface spécifique. Oui, c'est ça, la surface spécifique de Hylocomium et Pleurozium, en me disant justement que ça pourrait avoir un impact sur le taux de fixation, mais j'avais pas, ça donnait pas grand-chose de très, très concluant, les résultats que j'avais eus pour ça, fait que j'avais mis ça un peu de côté. De manière générale, pour ce qui est du pourcentage d'azote, les mousses qui ont tendance à être à avoir une concentration en azote un peu plus faible vont avoir un taux de fixation un peu plus élevé, probablement parce qu'ils essayent de compenser un peu, mais encore une fois, les tendances n'étaient pas super claires. Parce que vous avez un joli jeu de données avec vraiment énormément d'espèces en Alaska qui ont certainement des traits fonctionnels très variables. Ça pourrait être intéressant à faire. Oui, effectivement. Là, surtout avec les données de Julia. Pleurozium et Hylocomium se ressemblent vraiment beaucoup là, en termes de traits fonctionnels. Mais en ayant des mousses plus variables un peu, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment intéressant à regarder plus en détail. OK, merci beaucoup et encore félicitations pour la présentation. Très, très bien. Est-ce qu'il y a des autres questions? Oui, j'aurais une deuxième question. Ouais, par rapport à la morphologie, je me disais justement, un polytrichum, moi, j'aurais pas le goût, une cyano, de me poser dessus, là, c'est tout raide, etc. Ça allait bien avec le faible taux de fixation. Sinon, j'ai une question vraiment technique. Là, si on voulait suivre l'azote dans un écosystème, comment se passe j'imagine qu'il y a un processus de diffusion. Donc, comment se passe le transfert de l'azote des cyanos aux mousses? Et puis, est-ce que potentiellement, il y aurait un fractionnement isotopique qui serait associé? Oui. Je ne sais pas exactement, en fait, comment, moléculairement, tout ça, comment le transfert se fait de un à l'autre. Ça doit être pas mal par diffusion, vu que les mousses absorbent pas mal tout à travers leurs feuilles.
Puis pour ce qui est de la fractionnation, probablement, par contre, je ne pourrais pas vraiment répondre à cette question-là avec la manière dont moi j'ai travaillé, vu qu'on prenait la mousse et par conséquent tout ce qu'il y avait dessus et dedans, puis c'était tout mélangé dans le fond pour mesurer les taux de fixation de l'azote. Fait que dans ce moment-là, il n'y a pas vraiment d'impact d'une potentielle fractionnation de l'azote 15 quand c'est transféré à l'intérieur de la mousse, vu qu'on a tout pris. Oui, tout à fait. Il faudrait comme arriver à les séparer là, pour savoir ça. Mais c'est ça. Il y aurait sûrement moyen, là, comme un peu Juanita avait fait, là, elle a lavé ses mousses pour garder seulement le microbiome, mais à ce moment-là, on pourrait regarder les bactéries toutes seules, puis la mousse toute seule, mais là, ça commence... C'est beaucoup d'heures de labo. Oui, c'est ça. Ouais, merci. Donc, j'ai une autre question. Donc, je pense que les sphènes dans les cellules hyalines, il y a des microbes, des micro-organismes. Est-ce que tu penses qu'il y a l'impact aussi sur les budgets d'azote ou pas, ou c'est seulement les bactéries épiphytes ou les deux? C'est probablement les deux. Puis je pense que le fait que les sphènes aient justement ces cellules spéciales-là, c'est probablement une des raisons pour lesquelles, dans le projet de Hannah, où elle avait étudié l'histoire phylogénétique des mousses versus leur microbiome, pourquoi les sphènes sont tellement différentes, c'est probablement parce que justement, ils ont une communauté qui est spécifique à ces cellules-là, en plus de ce qui peut vivre sur leurs feuilles. C'est probablement en partie pour ça aussi que leurs taux de fixation sont généralement super élevés aussi, là, parce que justement, sont faites pour, on peut dire. Mais ça pourrait être intéressant d'essayer de séparer les deux éventuellement, de voir la contribution de ce qui est sur la sphène versus dans la sphène. C'est un peu compliqué quand même, mais oui. C'est ça, ça serait le fun. Je ne suis pas sûre comment on ferait ça, mais... Moi non plus. J'ai peut-être un autre petite... Je pense qu'il y a une question par Kelina, oui. C'est ça? Oui, mais pour aller sur l'idée des différences entre les espèces, on parle des traits comme specific leaf area, puis d'autres affaires comme ça, mais ça, c'est quand même variable d'un spécimen à un autre. Puis on parle de la taille de la feuille, et c'est pas un caractère très fiable pour distinguer les espèces tout le temps, mais les morphologies des cellules comme telles, c'est ça qui est stable vraiment entre une espèce à une autre. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as commencé à regarder ou des gens ont regardé les différents types de cellules, les tailles de cellules, puis la mutation? Pas que je sache. En tout cas, moi, je n'avais pas vraiment pensé à faire ça, puis en tout cas, j'ai jamais rien lu sur des gens qui avaient essayé de faire ça, mais c'est vraiment une bonne idée, en fait. Ça pourrait être intéressant à regarder, puis on ne l'a pas nécessairement testé directement, mais une des hypothèses qu'on avait par rapport à pourquoi Tomentipinum nitens était souvent associé à des hotspots de fixation, c'était justement à cause de sa forme. C'est une mousse qui est comme full compact, qui pousse vraiment condensée, qui est super bonne pour avoir, au niveau de la rétention d'eau, à comparer, mettons, des pleurodiomes ou des leucomiums qui sont plus lousses. Fait que c'était comme une des idées qu'on avait supposées de pourquoi cette mousse-là pourrait avoir des hauts taux de fixation de l'azote. Fait que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire en lien avec les morphologies et les traits fonctionnels des mousses. Les cellules, c'est une bonne idée. Les cellules, c'est quelque chose qu'on a déjà l'information sur. C'est quelque chose qui est dans les flores, c'est quelque chose qui a été mesuré depuis longtemps. Alors, on a quand même plus d'informations disponibles déjà sur cette information-là. Et qui aiderait à regarder ça. On s'en reparle. Est-ce que Lynn, avais-tu une autre question? C'était plus comme un commentaire, là, parce que c'est Luca qui m'a fait penser à ça. C'est sûr que les polytriques, toutes les polytrichums, peut-être que, je ne sais pas s'il y aurait une différence, mais on a deux types de polytrichums. Il y a ceux dont le limbe se referme tout sur les lamelles, puis ceux dont le limbe reste ouvert. Je ne sais pas si ça peut faire une différence là, sur les... Fait que, peut-être que le polytrichum est à regarder un peu en fonction des espèces. Puis, juste pour terminer, en tout cas, pour tous les étudiants qui sont présents, et même nous autres, les profs, là, je veux juste te féliciter. Tu as
présentation PowerPoint est vraiment un exemple à suivre. Ça va donner des cours de présentation PowerPoint. Merci. Oh, oui, je pense qu'on peut tout. Oui, oui. Est-ce que tu penses poursuivre un peu dans cette ligne de recherche-là? Ou... Oui, ben c'est un des axes de recherche que je vais essayer de maintenir parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis quand j'ai commencé mon doc, en fait, je ne connaissais pas ça du tout, ce sujet-là. Puis j'ai commencé à travailler là-dessus un peu à reculons, puisque ma directrice était comme « Ah, vas-y, ça va être le fun ». Ça ne me tentait pas tellement. Puis finalement, ça a été une des parties préférées de mon doc. Puis après ça, j'ai fait mon premier post-doc là-dessus. Puis c'est vraiment intéressant. Puis là, justement, j'essaye de partir un projet au Nouveau-Brunswick pour regarder l'effet d'un gradient côtier là, sur les mousses puis leurs microbes. Bon, merci beaucoup, Mélanie. Je te remercie pour ton temps, c'était magnifique. Merci de l'invitation. Non, avec plaisir. Si la personne qui veut rester pendant quelques minutes pour poser plus de questions, c'est correct, on va rester 5-10 minutes. Donc, bon, merci à tous aussi pour participer. C'était très sympa.